Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs CLP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Comme tu peux le voir aujourd'hui, le jeu que je couvre est Western Legends. Fait que j'ai sorti mon chapeau de cowboy, je suis quasiment déguisé. Western Legends, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été édité par Colossal Games. Si la boîte ressemble à ceci, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Ben, en fait, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs, mais il y a un mode spécial pas très bon pour 2 joueurs. C'est un jeu qui va durer environ 2 heures, on dit 90 minutes à 2 heures. C'est plus proche de 2 heures, surtout si on est à 4 ou 5 joueurs, ça va même dépasser 2 heures probablement. C'est un jeu de type carré de sable. Fait que dans ce jeu-là, on va entreprendre les actions de son choix. On a beaucoup de choix d'actions et on va tenter d'être le premier à atteindre un certain nombre de points de légende pour devenir la plus grande légende de l'Ouest. À la fin de la partie, il va y avoir un petit décompte de points et celui qui va avoir le plus de points de légende va remporter la partie. Fait que c'est vraiment un jeu où c'est un jeu de figurines, on va contrôler son petit bonhomme, on va avoir un personnage qui nous est attribué, Wyatt Earp, Billy the Kid, Bat Masterton, Alan Pinkerton, on va avoir différentes légendes de l'Ouest, on a un petit rappel historique pour chacune des légendes qu'on va avoir, on peut aller miner, on peut aller attaquer des bandits, on peut aller voler la banque, on peut aller arrêter le gars qui a volé la banque, ainsi de suite, fait qu'on a beaucoup de choix. C'est un jeu que j'ai reçu, que j'attendais énormément, qui était en retard énormément aussi. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Je vous montre comment on installe ça, comment on joue, et je vous reviens pour dire ce que j'en ai pensé. Donc, la mise en place de Western Legends, c'est un jeu qui est quand même assez simple à placer. On fait juste disposer tous les éléments sur le plateau tels que vous les voyez. Je vais vous présenter rapidement qu'est-ce qu'on retrouve sur un plateau de Western Legends. D'abord, on va avoir la piste de score dans le bas du plateau. On va avoir ce petit jeton-là qui va nous indiquer quel est l'objectif de points de légende qu'on essaie d'atteindre pour déclencher la fin de la partie. Pour une partie courte, on va le fixer à 15, une partie moyenne à 20, une partie longue à 25. Disons qu'on fait une partie moyenne. Chaque joueur va avoir choisi des jetons de sa couleur et va aller placer l'un de ces cubes-là au début de la piste de victoire. Ça va être avec ça qu'il va tracer le nombre de points de légende ramassés en partie. De ce côté-ci du plateau, on a les différentes cartes du jeu. Fait qu'on va avoir le paquet de cartes actions, qui sont des cartes de poker. On a un paquet de cartes de 10$, de 20$, et on a le paquet de cartes de combat des personnages non-joueurs. On va avoir deux endroits où on va aller placer des jetons bétail. On a une pile de jetons verts, une pile de jetons bleus qu'on doit brasser et placer face cachée sur ces deux cases-là, telles qu'indiquées sur le plateau. On a un paquet de pépites d'or à se garder tout près avec les dés qui sont associés. On va en avoir besoin pendant la partie. Finalement, au niveau des figurines, on va avoir 6 figurines à aller placer sur les différents jetons de bandits, les différentes cases de bandits qui sont identifiées soit avec la lettre C et le petit icône de bandit, soit avec la lettre B, soit avec la lettre A. Puis il y a 2 fois A, 2 fois B, 2 fois C sur le jeu. Fait qu'on va placer les 6 figurines. On a une figurine à aller placer sur le bureau du shérif qui est identifié avec la petite étoile juste ici. Le plateau, de la façon qu'il est divisé, il est divisé en une série de petites cases qui sont de formes différentes, toutes plus différentes les unes que les autres. Ils n'ont pas toujours la même taille, fait qu'on va suivre les petites lignes grises qui servent à la différencier. Là où il y a une ligne un petit peu plus foncée, ça va délimiter les frontières d'une des villes. Fait qu'on a Dark Rock ici et Redfall juste ici qu'on identifie avec la ligne qui est là. Et les espèces de petites lignes pointillées en rouge, c'est des messas, des petites séries de montagnes qu'on ne peut pas traverser pendant la partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à placer? On va avoir une grosse pile de cartes histoire comme ça ici, qu'on va brasser puis qu'on va séparer en deux paquets à peu près égaux pour aller placer sur ces deux cases-là. Pour le placement du plateau en tant que tel, c'est tout. Il reste à aller faire le placement individuel. Chaque joueur va se voir distribuer deux cartes de personnages au début de la partie. Il va en choisir une, va défausser l'autre. Et ces cartes de personnages-là vont déterminer son équipement de départ, l'endroit où il commence, ses caractéristiques spéciales, etc. Le joueur va aller chercher une figurine à son goût sur laquelle il va attacher une base de la couleur de son plateau individuel. Fait qu'il y a une base blanche ici pour ce personnage-là. Et il va avoir un endroit sur son plateau pour aller placer sa carte
pour qu'il puisse s'en rappeler. Dans le bas de sa carte, il va aller placer un petit marqueur de blessure juste ici qui va déterminer la taille de sa main tout au long de la partie. À l'endos de cette carte-là, on va avoir différentes informations. On va avoir d'abord le point d'origine du personnage. Dans ce cas-ci, ce personnage-là va commencer au magasin général de Dark Rock. Fait que le joueur possédant ce miniature-là à l'intérieur de Dark Rock, il va commencer au magasin général qui est représenté par cette icône-ci, fait que dans l'une des cases associées, et on voit que sur la carte, j'avais le choix entre les 3 cases qui sont autour du magasin. On me dit aussi quel est son équipement de départ. Ce personnage-là commence avec une carte de poker, fait qu'il va en piger une dans le paquet. Il va commencer avec ça sur sa sonde de jeu. Et il commence avec une carabine. Où trouve-t-on cette dite carabine? Ben, la première fois que vous allez avoir le jeu, vous allez avoir à monter un petit présentoir comme ça en bois. Et à l'intérieur du présentoir, vous allez mettre tous les objets qu'on peut acheter tout au long d'une partie. Fait que dans ce cas-ci, la carabine est juste ici. Ce personnage-là va commencer avec une carabine. On va remettre le présentoir sur le côté du plateau. Et sur le plateau individuel du joueur, on a la carte de poker qu'on avait tout à l'heure. Sur le plateau individuel du joueur, on a un espace pour avoir une arme. Ma carabine va commencer de ce côté-ci. Si j'achète une monture, je vais pouvoir la mettre là. J'ai de l'espace pour 3 autres objets. Si j'avais eu de l'argent au début de la partie, j'aurais pu le déposer dans ma sacoche ici. Et j'ai un espace pour compter mes pépites. Tout ce qui va rester à placer au niveau du placement de chaque joueur, ce sont justement ces cubes restants. Les joueurs vont avoir un deuxième cube de la même taille que le cube pour les points de légende qui va servir à pister leur progression soit sur la piste Marshall, soit sur la piste Wanted. Si au début de la partie, chaque joueur n'est pas sur aucune des deux pistes, on fait simplement mettre les cubes près du plateau. On les utilisera plus tard, mais parfois certains personnages, par exemple, l'un des joueurs va avoir choisi Billy the Kid, le joueur qui a les jetons noirs. On nous dit qu'il commence avec 2 points Wanted sur sa carte. Fait que Billy the Kid, son cube commencerait sur la piste Wanted juste ici à 2. Ils sont numérotés jusqu'à 9 chacune des pistes. On a finalement des petits jetons circulaires comme ça juste ici qu'on va mettre proche de nos cartes histoire, à l'extérieur du plateau évidemment, mais proche des cartes histoire. Et c'est ces jetons-là qui vont servir à pister de cette façon-ci les différentes progressions qu'il va avoir sur les cartes histoire. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour la mise en place, la dernière chose que je vais préciser, c'est que dans notre mise en place, Wyatt Earp, je pense qu'il commence juste ici, si ma mémoire est bonne. Dans la mise en place, parfois des personnages vont se faire dire de commencer à un endroit où il y a un bandit. Par exemple, Billy the Kid peut commencer sur n'importe quel espace de bandit sur le plateau. S'il décide, par exemple, de prendre cet endroit-là, on va enlever la figurine de bandit pour la mettre sur le côté du plateau. Elle reviendra en jeu plus tard. Fait que les joueurs ne peuvent pas commencer sur la même case qu'un des bandits. Si c'est le cas, on va enlever le bandit pour que le joueur soit seul sur sa case. Et pour le placement initial, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comment gagne-t-on ou perd-on à Western Legends? Ben, c'est très très simple. En commençant par le premier joueur qui est déterminé par qui est le plus avancé sur la piste Wanted en début de partie. Si tout le monde est égal, on choisit au hasard de la façon qu'on veut. Vous pouvez faire un duel. Donc en commençant par le premier joueur, chaque joueur va prendre un tour de jeu, entreprenant différentes actions pour aller chercher des points de légende, qui sont l'objectif du jeu. Dès qu'un joueur atteint le marqueur qui a été fixé en début de partie, fait que dans ce cas-ci, dès qu'un joueur atteint 20 points de légende, on va entreprendre le dernier tour de jeu. Le joueur qui a atteint le point va finir son tour, et ensuite on va s'assurer que tout le monde joue un nombre de tours égal. Fait qu'on va arrêter au premier joueur. Et là, on va faire un décompte final pour déterminer qui est le gagnant. Fait que dans le décompte final, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter les points de victoire qui sont ici sur la piste, évidemment. On va compter aussi l'équipement amélioré. L'équipement amélioré, je vous donne un exemple. Si je reprends ma carabine qui est possédée par Anne Oakley, ici dans le jeu, je vous le montrerai plus tard, on peut faire une action pour améliorer la carte et les cartes améliorées vont valoir un certain nombre de points de victoire à la fin de la partie. Fait que là, on va aller compter ça. On va compter aussi un point de victoire pour chaque tranche de 60$ pardon, qui est en notre possession. On peut avoir un maximum de 120$ en notre possession, donc 2 points de victoire maximum de cette façon-là. Si nous avons des blessures en fin de partie, je vous ai dit que nous avons un marqueur de blessure qui se promène. Pour chaque blessure qu'on a, ici on est à 0, on peut avoir un maximum de 3 blessures. Pour chaque blessure qu'on a encore à la fin de la partie, on va y perdre un point de victoire. Celui qui est le plus avancé sur la piste Wanted, fait que si on a plusieurs joueurs
dans la partie qui ont avancé sur la piste Wanted. Celui qui est le plus loin, dans ce cas-ci, le Billy the Kid il est à 5, va aller marquer un 3 points de victoire à la fin de la partie. Et tous les autres joueurs vont en marquer un. S'il y a une égalité, bien tous les joueurs vont marquer un point de légende à la fin de la partie. Les joueurs Marshall, eux autres, si on a été avancé sur la piste Marshall, les joueurs Marshall vont gagner un bonus de points de victoire, de points de légende, dis-je, à la fin de la partie selon la ligne qu'ils ont atteint. Si on est resté sur la première ligne, on va gagner un point de légende. Si on a réussi à passer sur la deuxième ligne, on va en gagner 2. Et si des joueurs réussissent à aller sur la troisième ligne, on va gagner 3 points de légende de bonus à la fin de la partie. Finalement, il va y avoir des points de légende qui vont être marqués si on utilise la variante des objectifs. Mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. En cas d'égalité, s'il y a une égalité à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points, Wanted ou Marshall, qui va remporter la partie. Puis s'il y a encore une égalité, si même voir le bon, c'est celui qui a le plus de pépites d'or. Fait que ça, c'est pour savoir qui gagne, qui perd. Maintenant, comment un tour de jeu se joue en tant que tel. Donc, un tour de jeu à Western Legends, comment ça fonctionne, je vous explique ça, c'est extrêmement simple. Je vous dis aussi que chaque joueur va avoir une petite tête de jeu comme ça qui résume très bien dans le haut le tour de jeu, qu'est-ce qu'on a à faire. Premièrement, au début de sa phase, chaque joueur, ça se peut qu'il y ait des petits pouvoirs qui vont se déclencher au début de sa phase de jeu. Ça va être écrit par exemple sur sa carte de pouvoir, ta carte de personnage individuel. Donc, mais mis à part ça, le premier choix qu'un joueur va avoir à faire au début de son jeu, c'est de choisir, au début de chaque tour de jeu, est-ce qu'il prend 20$, est-ce qu'il prend 10$ et une carte de poker, ou est-ce qu'il prend 2 cartes de poker. On a ce choix à faire là au début de chacun de nos tours de jeu, qu'on a toujours une petite réserve de cartes ou d'argent qui peut s'accumuler. Ensuite, une fois que ce choix-là est fait, le joueur actif va avoir à prendre 3 actions parmi une série d'actions qui sont également décrites sur l'aide de jeu dans le bas. Quand ces 3 actions vont être prises, on va aller vérifier s'il y a une carte à résoudre dans la pile de cartes histoire. Les cartes vont être résolues s'il y a un certain nombre de jetons qui ont été placés dessus en fonction du nombre de joueurs. Dans ce cas-ci, on voit 2 à 4 juste ici. Donc, dès qu'il y a la partie 2 à 4 est couverte dans une partie de 2 à 4 joueurs. Dans ce cas-ci, c'est une partie à 3 joueurs. Donc, dès que le deuxième cercle est couvert, à la fin du tour de jeu actif, on va aller résoudre la carte. Les joueurs Wanted vont marquer un certain nombre de points de victoire à la fin de leur tour de jeu en fonction de l'endroit où ils se sont rendus sur leur piste. Par exemple, on voit ici que le personnage de Billy the Kid est sur la deuxième ligne de la piste de Wanted, donc il va marquer 2 points de légende à la fin de son tour. Et on va avoir à réduire notre main de cartes pour respecter notre limite. La limite de base commence à 5, tel qu'on peut le voir juste ici. Mais comme on a un pion blessure, au fur et à mesure qu'on va avoir des blessures, notre limite va baisser. Par exemple, ici, avec 2 blessures, je vais avoir une limite de cartes en main de 3. Fait qu'on va jeter l'excédentaire pour respecter notre limite. On va vérifier si on a atteint le marqueur de points de légende de fin de partie qui a été placé. Si ce n'est pas le cas, on passe la main au joueur suivant et on continue ainsi jusqu'à la fin de la partie. Maintenant, que pouvons-nous faire avec ces dites 3 actions à chacun des tours de jeu? On a différentes options. C'est un jeu de type carré de sable, donc on fait à peu près ce qu'on veut. Quelles sont ces options? Premièrement, l'action de base, on peut se déplacer. Quand on se déplace, on va se déplacer de 2 cases par action de déplacement qu'on prend. On va respecter les espèces de petites limitations qui sont faites par ces lignes-ci. On ne peut pas traverser les lignes rouges. On peut tout à fait passer par une case où il y a un adversaire, soit s'arrêter dessus, soit la dépasser, il n'y a aucun problème. Par contre, si on se déplace, si je suis ici par exemple et je me déplace jusqu'ici, si on se déplace sur une case où il y a un bandit, on déclenche automatiquement un combat contre ce bandit. Je ne le redirai pas dans ce segment, mais juste pour le dire, tout ce qui est aspect combat, je vais y revenir, que ce soit combat contre un joueur ou un personnage non-joueur, je vais y revenir pour voir comment ça marche. Mais donc, si on rentre sur une case avec un bandit, on déclenche un combat. Pour le mouvement, la seule autre chose qu'il y a à préciser, c'est que au fur et à mesure que la partie va avancer sur notre petit plateau de joueurs, on va s'être acheté différents items, différents équipements, et il y a un endroit ici où on peut se placer une monture. Quand on s'achète une monture, on va la placer juste ici, et en plus du pouvoir potentiel que la monture nous donne, elle va modifier notre valeur de déplacement. Dans ce cas-ci, mon cheval de bétail va me donner une valeur de déplacement de 3. Et c'est la même chose, soit dit en passant, pour les équipements, les armes et pour la monture. Si on en a plusieurs dans notre sac, on voit ici qu'on a de l'espace pour traîner 3 objets dans notre sac, on a de l'espace pour équiper une arme et une monture. Si on a plusieurs équipements du même type, dans ce cas-ci, on voit que le joueur il y a 2 montures. Au début de chacun des tours de jeu, on peut
échanger, on va avoir à décider quelle monture ou quelle arme va être active pour notre tour de jeu, changeant potentiellement les bonus. Pourquoi je placerai mon Mustang? Si mon Mustang éventuellement se fait améliorer, ben, je vais avoir une valeur de déplacement de 5 à chacune de mes actions de déplacement. Donc ça c'est dit pour le déplacement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme action? Je peux attaquer un joueur. Si je termine mon déplacement sur la même case qu'un autre joueur, je vais pouvoir dépenser une action pour attaquer ce joueur-là. Comme j'ai dit, je vais y revenir plus tard. Je précise aussi, petit détail, dans le déplacement, je ne peux entrer sur la case du shérif que si je ne suis pas présent sur la piste Wanted. Si je suis sur aucune piste ou si je suis sur la piste Marshall, je peux tout à fait terminer mon déplacement sur la même case que le shérif, mais pour des raisons relativement évidentes, si je suis présent sur la piste Wanted, je ne peux pas entrer sur la case du shérif. Fin de la parenthèse. Donc pour une action, je peux attaquer un autre joueur qui est sur ma case. Pour une autre action, je peux utiliser les différentes cartes qui ont le mot action dessus, sur les différentes cartes de poker qu'on possède. Il y a certaines cartes ça va être indiqué réaction. Je vais pouvoir les jouer au moment où c'est précisé sur la carte en réaction surprise. Il y a certaines cartes que ça va être écrit bonus. Par exemple, celle-ci, si ce qui est indiqué sur la carte se passe, si je défausse la carte au moment où c'est indiqué sur la carte, je vais gagner un effet bonus. Et finalement, j'ai certaines cartes qui ont le mot-clé action. Ça veut tout simplement dire que pendant mon tour, je peux défausser cette carte-là comme action pour faire ce qui est indiqué sur la carte. Dans ce cas-ci, je pourrais prendre une action pour me déplacer sur n'importe quelle case à l'intérieur d'une ville. Je rappelle que les villes sont délimitées par la ligne qui est un petit peu plus foncée, fait qu'on a Dark Rock ici, Red Falls juste ici. Et finalement, c'est peu dire, finalement, je peux prendre les actions des lieux. Les actions des lieux vont être représentées par les symboles qui sont juste ici. On a différents lieux que je vais tous passer un par un rapidement, mais je rappelle qu'ils sont tous résumés sur la case qui est juste ici. Premier lieu que je vais expliquer le plus simple, c'est la mine. J'en ai une ici, j'en ai une ici, j'en ai une ici. Quand je prends une action pour éliminer, je vais lancer 2 dés. Et je vais tout simplement obtenir ce qui est sur mes 2 dés. Je peux obtenir des pépites d'or. Je peux en avoir un maximum de 4 en même temps. Je peux obtenir de l'argent, 10$ chaque fois que j'ai ce symbole-là. Ou je peux obtenir 10$ et la possibilité de relancer ce dé. Donc si je roule ceci, je vais gagner une pépite, 10$, je relance ceci, une deuxième pépite. Je suis très content. Et je peux prendre cette action-là autant de fois que je veux. Je peux répéter la même action plus d'une fois dans le tour en respectant ma limite de 3 actions par tour. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais je peux aller à la banque. Aller à la banque, je vais y aller justement quand j'ai beaucoup de pépites. Fait que si je me rends juste ici, je vais pouvoir vendre mes pépites en prenant une action. Chaque pépite que je vends, donc maximum de 4, me rapporte 20$ et 1 point de légende. Si je suis à la banque, je peux également prendre une action pour attaquer le garde de la banque et voler la banque. Si je réussis mon attaque, je vais augmenter de 3 sur la piste de Wanted, en plus de me faire 80$. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aller chercher des jetons ranch, des jetons bétail sur les 2 ranch du jeu. Il y en a un juste ici, un vert, il y en a un juste ici, un bleu. Si je vais prendre une action sur cette case-là, donc le personnage qui est juste ici se déplace jusque-là, il prend une action, il va prendre le premier jeton de la pile, il va regarder la récompense secrète qui est derrière le jeton, il va mettre ce jeton-là dans sa zone de jeu. Que peut-il faire avec ce jeton? Il a 2 options. Il peut, le joueur, se déplacer jusqu'à la gare. S'il se déplace à la gare, il va pouvoir gratuitement, sans que ça prenne une action, donner son jeton de bétail à la gare. Il va gagner la récompense qui est sur le jeton. Et il va gagner 1 point Marshall. Ça va indiquer qu'il vend son bétail de façon tout à fait légale. Si à la place, il décide de se déplacer jusqu'à l'autre ranch, là, il va faire de la contrebande de bétail. Il va aller vendre son bétail de façon tout à fait illégale. Il va donc quand même gagner la récompense du jeton, mais il va plutôt gagner 1 point Wanted plutôt qu'un point Marshall comme récompense. Dans les 2 cas, ça ne coûte pas d'action vendre le jeton et on gagne toujours la récompense qui est indiquée sur le jeton lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller jouer au poker. Si on joue au poker, on va prendre une action. Les autres joueurs auront la possibilité d'embarquer dans notre partie de poker s'ils sont présents dans la même ville. Puis ensuite, on va jouer une petite partie de poker avec des règles sur lesquelles je vais revenir. On peut aller ici voir le médecin pour se soigner. Si on va se soigner, on va payer 10$. On va enlever toutes les blessures qu'on a d'un seul coup. Ça ne coûte que 10$, pas 10$ par blessure. Et on va piger une carte de poker pour chaque blessure qu'on s'est enlevée. On peut aller juste ici, là, l'endroit où il y a une jambe.
Et à cet endroit-là, on peut passer du bon temps et payer 30$ pour gagner un point de légende et le faire autant de fois qu'on a d'argent. Fait que si on a par exemple 120$, qui est la limite d'argent qu'on peut traîner dans le jeu, on peut la dépenser tout d'un coup pour aller se faire 4 points de légende. Ces deux icônes-là représentent le magasin général. Le magasin général, ben, ça va me donner accès au magasin général. Fait que quand on va magasiner au magasin, on peut acheter autant d'objets qu'on le veut selon l'argent qu'on a. Fait que disons, si j'ai 100$, je peux acheter le revolver à 20$, je peux acheter le cheval de bétail à 40$, ça me fait 60$, je peux acheter le chapeau à 20$, le whisky puis la carte du mineur à 10$ chacun. Chaque objet va avoir un effet différent. Et si l'objet est améliorable, il va avoir un dos d'une couleur légèrement différente. Il va valoir une valeur en points de légende à la fin de la partie. Je peux acheter directement l'objet sur le côté amélioré. J'ai juste à payer les deux coûts. Fait que je pourrais payer 20$ pour avoir ce revolver-là. Dans la même action, payer 20$ une deuxième fois et acheter le 6 Iron directement. Le coût d'amélioration, c'est tout simplement le coût de l'arme à payer une deuxième fois. Ben, le coût de l'arme ou de l'objet. Ce sont les chevaux et les armes qui peuvent être améliorés. Les 5 objets qui sont ici ne sont pas améliorables. Et ça fait, oublie-je quelque chose, ça fait pas mal le tour en termes des différentes actions qu'on peut faire sur le plateau de jeu. Là, je vais rentrer plus en détail dans deux actions, le combat et le poker. Donc, l'action du poker en tant que telle, comment fonctionne-t-elle? C'est pas tellement compliqué, surtout si vous connaissez un peu le poker. Ça se résume à une version simplifiée d'un petit Texas Hold'em. Quand le joueur décide de prendre l'action de poker, il doit être évidemment sur une case qui est adjacente à l'action qui permet de le faire. Il prend une action, il décide de jouer au poker. Ça lui coûte 10$ de sa réserve personnelle, fait qu'il doit avoir à payer 10$ pour pouvoir jouer au poker. Ce 10$-là va s'en aller dans un pot commun qu'il va pouvoir gagner. Si un autre joueur est dans la même ville, fait que ce joueur-là dans la même ville, il a l'option lui aussi de payer 10$ de sa réserve commune, de mettre ça dans le pot et de participer à la partie. Si c'est le cas, ben, chaque joueur va commencer par piger une carte qui va ajouter à la main de cartes qu'il possède déjà. Ensuite, on va piger les 3 premières cartes du paquet Action. On va les révéler. Et ces 3 cartes vont représenter la rivière avec laquelle on va tenter de faire la meilleure main de cartes possible. Chaque joueur va ensuite choisir 2 cartes de sa main. Disons que ce joueur-ci choisit cette carte-ci et cette carte-ci. Il va les placer devant lui. L'autre joueur va faire la même chose. Il va choisir 2 cartes de sa main, ceci et ceci. Il va les placer devant lui. Les 2 joueurs vont révéler et celui qui est capable de se faire la meilleure main va remporter le pot. Dans ce cas-ci, on a une paire de 10, une paire de valets. La paire de valets l'emporte. Il va remporter l'argent qui a été misé par les 2 joueurs, plus 50$. Si c'est le joueur actif qui l'emporte, soit dit en passant, les cartes sont défaussées, les cartes des 2 joueurs. Si c'est le joueur actif qui l'emporte, en plus, il gagne un point de légende. Que si le joueur perdant, lui, va piger une carte de poker en compensation. Fait que ça, c'est si on joue contre un joueur. Si on joue contre le croupier, fait que si ce joueur-là avait décidé de ne pas embarquer dans la partie, le principe est presque pareil. Le joueur actif va quand même avoir à miser 10$, le croupier, lui, n'a rien à miser. Le joueur actif va quand même gagner 50$ et un point de légende s'il réussit à remporter la partie de poker, mais comment on détermine? Il va toujours piger une carte, il va toujours se choisir 2 cartes parmi sa main pour se faire la meilleure main de poker possible. Mais c'est le joueur à la droite du joueur actif qui va contrôler le croupier. Il va piger les premières 4 cartes du paquet d'actions. Il va aller choisir dans ces 4 cartes-là 2 cartes de son choix, tentant de faire la meilleure main de poker possible. Une fois que ce sera fait, on va comparer les 2 mains de poker. Celui qui l'emporte, si c'est le joueur qui l'emporte, il remporte 50$, récupère son 10$, remporte un point de légende. S'il perd, il pige une carte de poker, mais perd les 2 cartes qu'il a jouées et son 10$. Fait que ça, c'est pour le poker. Maintenant, les combats, comment ça fonctionne? C'est extrêmement simple. D'abord et avant tout, qui peut-on combattre? On peut combattre les autres joueurs. Si on combat un autre joueur, ben ça veut dire qu'on termine, on est sur la même case qu'un autre joueur, on prend une action pour l'attaquer. Que peut-on faire quand on combat un autre joueur? Nous avons 3 options. Disons que Billy, juste ici, décide d'attaquer Wyatt, qui est juste ici. Dans un concours de circonstances étrange, Billy se trouve sur la piste Marshall et Wyatt se trouve sur la piste Wanted. Donc, première option, Billy pourrait tenter d'arrêter Wyatt. Billy peut arrêter Wyatt parce que Billy, présentement, est sur la piste Marshall. Il est donc un homme de loi.
et Wyatt est sur la piste Wanted. Il est donc recherché. Si Billy remporte ce combat-là, Wyatt sera arrêté. Il va perdre la moitié de son argent et la moitié de ses pépites d'or. Il va perdre son jeton bétail s'il en a un. Et surtout, il va se faire éjecter de la piste Wanted. Fait que ça, c'est la première option pour combattre un autre joueur. La deuxième option, Billy pourrait tenter de provoquer Wyatt en duel. S'il remporte son duel, il remportera 2 points de légende, tout simplement. Mais Wyatt n'aura pas d'autres conséquences, à part une autre sur laquelle je vais revenir. Finalement, Billy pourrait décider de voler Wyatt. Si Billy vole Wyatt et il regagne son combat, il va lui voler soit la moitié de son argent, soit la moitié de ses pépites arrondies au supérieur, et en plus, il va lui voler un jeton bétail s'il en a. S'il décide de voler, Billy devient un hors-la-loi, ce qui est beaucoup plus logique. Il va débarquer de la piste Marshall, il va embarquer sur la piste Wanted. On n'a qu'un seul cube pour vérifier sur quelle piste on se trouve et à quel niveau on s'y trouve. Donc si on fait une action, même si je suis à 8 de Wanted, si je fais une action qui me donne un point de Marshall, je peux toujours refuser. Le point de Marshall est resté sur la piste Wanted. Mais à l'inverse, si je suis un Marshall et je fais une action qui me donne des points Wanted, je n'ai pas le choix. Je débarque de la piste Marshall et je deviens un hors-la-loi. Fait que ça, c'est pour les combats. Je disais qu'il y avait une autre conséquence. Dans les 3 combats, le perdant va gagner une blessure et va piger une carte poker qu'il va rajouter à sa main. Maintenant, la mécanique du combat elle-même, comment fonctionne-t-elle? Ben, c'est vraiment hyper simple. Les 2 joueurs vont aller regarder dans leurs mains de poker respectives. J'ai la main de Wyatt, j'ai la main de Billy. Fait que dans leurs mains de cartes respectives, ils vont en choisir une. Dans ce cas-ci, Billy a une très belle main de poker, disons qu'il choisit son as. L'autre joueur va faire la même chose. Il est confiant, il choisit une dame. Ils font ça de façon secrète. Les 2 joueurs révèlent leurs cartes, le plus haut l'emporte. C'est aussi simple que ça, le combat. Certaines cartes, la dame par exemple, certaines cartes vont avoir une bonus si cette carte-là est défaussée pendant un combat. Dans ce cas-ci, c'est un bonus contre un combat, dans un combat contre un NPC. Mais sinon, c'est tout simplement la carte la plus haute jouée l'emporte. Comme je l'ai dit, le gagnant gagne la récompense que je viens de nommer selon si c'est un duel, une arrestation ou un vol. Et le perdant va gagner une blessure et une carte poker. En cas d'égalité, c'est l'attaquant qui l'emporte. Et je précise qu'il y a beaucoup d'objets dans le jeu, entre autres les armes, qui vont venir modifier les valeurs de combat d'une façon ou d'une autre au moment où les cartes sont révélées. On n'a qu'à lire sur les cartes d'action. Fait que ça, c'est pour les combats entre les joueurs. Mais les joueurs peuvent également attaquer des NPC. Comment attaque-t-on un NPC? Ben, ça dépend, c'est lequel. Le premier NPC qu'on peut attaquer, c'est le bandit, dont j'ai déjà parlé. Fait que si ce joueur-là, Billy, se déplace sur cette case-ci, il y a un bandit, ça déclenche automatiquement un combat. Le principe reste le même. Billy va choisir une carte de sa main et il va la jouer. Mais là, c'est le joueur qui est actif, c'est le joueur qui est à la droite du joueur actif qui va contrôler le bandit. Il va aller piger dans ce petit paquet de cartes-là un certain nombre de cartes. Dans le cas du bandit, il va aller piger, si ma mémoire est bonne, c'est 2 cartes. Et il va en choisir une. Si on réussit à battre le bandit, on va gagner soit un point de légende, soit un point Marshall, selon nos intentions. Et les autres personnages non-joueurs qu'on peut combattre, ben, il y a le gardien de la banque dont j'ai déjà parlé, qui est juste ici. Le gardien de la banque, le principe fonctionne exactement le même, mais ça prend une action pour se battre contre. Ça veut dire qu'on essaie d'attaquer la banque. Le joueur à droite va piger 3 cartes de ce paquet-là. Au lieu de 2, va en choisir une. Le plus haut l'emporte. Le joueur actif va aussi choisir une carte pour attaquer la banque. Et finalement, le dernier personnage non-joueur qu'on peut attaquer, c'est le shérif. Le shérif va attaquer seulement les joueurs qui sont présents sur la piste Wanted. Fait que là, présentement, il pourrait attaquer n'importe quel joueur parce que les 3 sont présents dessus. Je rappelle qu'on ne peut pas se déplacer sur la même case du shérif. Fait que comment on fait pour se battre avec le shérif? C'est si le shérif se déplace sur notre case et qu'on est un joueur Wanted, ben là, il y a un combat qui va se déclencher. Le shérif, c'est le plus fort du jeu. Fait que le joueur à droite va piger 4 cartes dans ce paquet-là, va en choisir une qu'il va jouer. Et le joueur actif va choisir une carte de sa main. Comme d'habitude, les conséquences sont toujours les mêmes, fait que même si on se bat contre un NPC, on perd, on gagne une blessure puis une carte si on perd le combat, puis si on gagne le combat, ben là ça dépend, on est contre qui. Si on gagne le combat contre le shérif, on repousse son attaque, on le renvoie à son bureau.
Si on perd le combat contre le shérif, c'est le même effet que si un joueur nous arrête. Fait qu'on perd la moitié de notre argent, la moitié de nos pépites, puis on bétaille, puis on débarque de la piste wanted. Il nous a arrêtés. Si on gagne le combat contre la banque, on vole la banque, 80$, puis 3 points wanted. Si on gagne un combat contre un bandit, 1 point de légende ou 1 point marshal. Pour les combats, la seule chose que je vais préciser, c'est ce petit deck de cartes-là. Il y a 13 cartes à l'intérieur. C'est des cartes numérotées de 2 jusqu'à House, et chaque carte a un effet particulier. Fait que si on pige 2 cartes, un 9 puis un 4, on n'est pas nécessairement obligé de jouer le 9. Le 4 va avoir un effet un petit peu plus puissant dessus. Fait qu'on peut décider selon qu'est-ce qu'on veut qui arrive à l'autre joueur, quelle carte on veut jouer. Quand on n'a plus de cartes, on les rebrasse, on forme un nouveau paquet. Tout simplement. Et c'est pas mal ça pour le combat. Dernier ou deux derniers petits détails sur le jeu. Des dernières petites informations. Les cartes histoire, j'ai dit que j'allais revenir, comment ça fonctionne. Ben, les cartes histoire, c'est que pendant notre tour de jeu, si on fait ce qui est écrit sur la carte, on peut placer un jeton sur la carte. Par exemple, ici, ça dit défausser 80$ en ville en une seule action. Fait qu'on aille acheter du matériel, ou que j'aille, qui est juste ici, ou que j'aille à l'autre ville voir les jambes, et que je dépense 80$ l'un ou l'autre, si je réussis à le faire pendant mon tour de jeu, je vais placer un jeton dessus. Les autres joueurs peuvent tout à fait faire la même chose pendant leur tour. Et à la fin d'un tour de n'importe quel joueur, si le nombre de jetons demandés a été posé, dans une partie à 3 joueurs, c'est 2 jetons, à la fin du tour de ce joueur-là, ben, on va défausser les 2 jetons. Le joueur qui a déposé le dernier jeton va prendre la carte, va la lire. Il y a une petite affaire narrative, dans ce cas-ci, il y a un braquage. Dans le centre de la carte, on va nous dire qu'est-ce que les joueurs qui ont contribué vont gagner. Les joueurs qui ont contribué, c'est les joueurs qui avaient un jeton dessus. Fait que dans ce cas-ci, ça serait le joueur jaune et le joueur blanc. Fait qu'est-ce que ces joueurs-là ont contribué vont gagner. Ça se peut que ça me dise que les joueurs qui n'ont pas contribué ont une pénalité aussi. Et finalement, 2 choses importantes sur lesquelles je vais attirer votre attention, c'est le bas de la carte. Les bandits vont réapparaître. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a des bandits qui ont été tués précédemment, par exemple, dans mon exemple ici, Billy avait tué ce bandit-là, et plus tard, il s'est déplacé. Fait que comme le bandit apparaît, la case A est libre, le bandit va apparaître sur la case A, parce que c'est ça qui a été demandé par la carte. Si Billy avait été là, le bandit n'aurait pas pu apparaître. Fait que les bandits vont réapparaître à des points précis à chaque fois que des cartes histoire vont être résolues. Autre détail, on me dit le joueur qui a déclenché l'événement, fait que celui qui a mis un dernier jeton dessus, va déplacer le shérif d'un certain nombre de cases. Toutes les cartes histoire vont faire déplacer le shérif, c'est comme ça qu'il se déplace. Fait que si on est dans cette situation-ci, c'est le joueur jaune qui a placé son dernier pion sur cette carte-là, déclenchant l'action, gagne certains bonus, défausse la carte, lit la carte, il peut déplacer le shérif, il voit que le joueur blanc il est sur la piste wanted, il déplace le shérif pour que le joueur blanc aille se faire arrêter. C'est comme ça que le shérif va se déplacer pour arrêter un paquet de joueurs. Ça, c'est pour les cartes histoire. Et ensuite, on fait juste défausser la carte. Puis là, il y a un nouvel effet qui va se déclencher, que tout le monde va pouvoir essayer de le faire. Derniers petits détails, c'est les cartes réaction. Comment ça marche? Ben, les cartes réaction, c'est tout simplement des cartes qu'on va avoir dans notre main. On peut les jouer pendant les combats pour la valeur. On peut les jouer au poker pour faire des mains. Mais on peut aussi les jouer pour activer l'effet de réaction qui est dessus. Ça peut être un effet en combat, ça peut être un effet dans un paquet de circonstances. Par exemple, celle-là, après avoir révélé les cartes lors d'un combat, je peux jouer cette carte-là pour baisser la valeur de mon adversaire de 2. Fait que si j'ai joué une dame, mon adversaire a joué un roi, j'ai cette carte-là dans ma main, je pourrais à la fin du combat défausser cette carte-là pour dire ton roi ne vaut qu'un valet, puis finalement je gagne le combat. Fait qu'on a un paquet de réactions comme ça. Dernier petit détail, c'est les cartes de combat. Des NPC, des personnages non-joueurs. Une petite information quand même importante à savoir, c'est que, disons que j'ai combattu le shérif, ou le joueur à côté de moi a combattu le shérif. Fait que moi, je contrôlais le shérif, j'ai eu à piger 4 cartes, j'ai eu à piger 4 cartes, j'en ai choisi une active contre lui. Toutes les cartes que j'ai utilisées, autant celles-là que les 4 autres, on va les brasser, puis on va les remettre en dessous du paquet. Fait que mine de rien, moi je viens d'avoir l'information que l'as et le valet sont passés pour un petit bout de temps. Fait que c'est quand même important de savoir que les cartes qui sont utilisées sont toujours remises en dessous du paquet. Fait que celle-là, contrairement à ce que j'ai dit tantôt, on ne le brasse pas à part au début. Et ça couvre tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu de base de Western Legends. Ça couvre le jeu de base, mais je n'ai pas fini. Il me reste une petite dernière chose que je veux vous dire. C'est la première petite module d'extension que je trouve très intéressante qui rajoute
les objectifs. Les objectifs sont dans la boîte de base, soit dit en passant, fait que c'est pas une extension qu'on a achetée à part, c'est pour ça que j'en parle. Les objectifs, comment ça fonctionne, c'est que chaque personnage vient avec 4 cartes objectifs. Ici, j'ai Annie Oakley. Et au début de la partie, on va piger 3 de ces 4 cartes objectifs-là. C'est les 3 objectifs qu'on va essayer de faire pendant notre partie. On va les regarder, on garde ça secret. Quand on réussit à en faire un, disons dans ce cas-ci, défausser une carte de poker après avoir gagné un poker au salon de Red Falls pour remplir l'objectif. Je m'en vais au salon de Red Falls, je gagne une partie de poker, je défausse une carte supplémentaire, j'atteins cet objectif. Je le révèle et je m'en vais dans ce petit sac-là. Je vais aller piger un jeton de récompense légendaire. Je vais vérifier derrière le jeton, il va avoir une valeur en point de légende de 1, 2 ou 3. Je vais aller le placer juste ici pour me rappeler que j'ai atteint un premier objectif. Si plus tard dans la partie, j'atteins un deuxième objectif, de la façon que ça fonctionne, c'est que je vais piger 2 jetons parce que c'est mon deuxième objectif. Je vais aller rajouter le jeton que j'ai déjà gagné et parmi tous ces jetons-là, je vais en garder 2. Fait que je peux défausser le premier jeton que j'ai gagné précédemment. Ici, je vous aurais compris, si j'ai réussi mon troisième objectif, ben, je vais aller piger 3 jetons plutôt que 1 ou 2. Et parmi tous les jetons que je possède, je vais décider quels 3 jetons je garde. Fait que dans ce cas-ci, je rajouterai ce jeton à ma collection. Et à la fin de la partie, ça va être des points de légende en bonus que je vais gagner pendant la partie. Finalement, dernière information, chaque personnage a un pouvoir spécial qui est indiqué sur sa carte. Je vais juste préciser que, tel qu'indiqué juste ici, on doit atteindre 5 points de légende pour commencer à utiliser son pouvoir. Et là, j'ai vraiment fini. Donc, mes pensées pour Western Legends. Au niveau des composantes, le plateau est vraiment très cool et très solide. Il est très immersif. Les cartes poker, super bonne qualité. Les cartes de combat de bandits, là, les cartes pour les NPC sont un peu petites, mais c'est correct aussi. Le principal défaut du plateau, c'est que c'est pas toujours clair les séparations entre les cases sur le plateau. Là. Fait que des fois, c'est un peu flou. Est-ce que je peux me déplacer de cette case-là à cette case-là? Ça dit qu'on peut pas aller en diagonale, mais je suis pas clair si c'est en diagonale, ça touche. C'est weird. Le plateau, la façon qu'il est découpé, c'est pas assez visuellement clair. Mais sinon, c'est relativement mineur. Puis c'est la seule patente qui est un peu décevante là, au niveau des composantes, parce qu'à part ça, les figurines sont de bonne qualité. C'est pas des super figurines, mais c'est des figurines de bonne qualité. Les socles fonctionnent bien, ils s'enlèvent puis ils se mettent facilement. J'aime beaucoup le fait, c'est niaiseux, là, mais j'aime beaucoup le fait que on n'a pas une figurine qui est attitrée à son personnage. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de figurines dans ce jeu-là qu'on en aurait dans d'autres. Parmi toutes les figurines qui sont sur le plateau, choisis-en une qui sera le shérif, choisis-en 6 qui seront les bandits, choisis-en une que tu trouves qui marche bien avec le personnage que tu as choisi. Fait que si j'ai choisi, puis ils ont mis une couple de figurines des Premières Nations, fait que d'Autochtones, ils ont mis une couple de figurines de femmes, d'hommes, dans différentes postures, avec différentes gestuelles. Fait que c'est intéressant de pouvoir choisir la figurine qu'on veut. Avec les extensions, ils ont mis certains personnages qui ont leur propre figurine, mais quand même, on peut les interchanger. Fait que ça, c'est très cool. Fait qu'au niveau des composantes, super. Au niveau des mécaniques de jeu, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé. Un petit peu moins que ce que j'aurais pensé initialement. Mais c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'aspect ouvert du jeu. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que dans les quelques parties que j'ai jouées, il y a des parties que j'ai essayé de tout faire un peu. Il y a une partie que je me suis concentré sur une chose seulement. Fait que j'ai beaucoup apprécié. Dans les mécaniques du jeu, il y a peut-être un petit peu de répétition dans certains aspects du jeu. Si je décide par exemple que je veux faire l'action de bétail, je veux être un vendeur de bétail, tout ce qui est le plus légal, ben ça me prend, ils ont calculé, ils ont juste distancé les zones assez pour que je puisse pas m'y rendre dans un tour. Fait que ça va me prendre une action, ramasser mon bétail, 2 actions, me rendre à la gare, là je donne mon bétail gratuitement. Le tour d'après, 2 actions, je retourne au bétail, une action, je ramasse un jeton. Le tour d'après, puis je peux faire ça aller-retour toute la partie si je veux. Fait que si on se concentre sur un seul aspect du jeu, ça peut être un petit peu répétitif comme action parce que certaines mécaniques, ça revient quand même à du pick-up and deliver relativement de base. Si je décide de miner, ben je vais en mine, je ramasse des pépites, je les ramène à la banque, j'ai 20. Je retourne à la mine, je ramasse des pépites, je les ramène à la banque, j'ai 20. Le bétail fonctionne de la même façon, que je le fasse de façon légale ou illégale. Ça ne change rien. À la limite,
si je décide d'aller jouer au poker, puis après d'aller au salon pour dépenser mon argent, c'est le même principe. Je joue au poker, je gagne de l'argent, j'ai de l'argent, je m'en vais au salon, je dépense mon argent, puis je fais l'aller-retour comme ça. Fait que si on ne varie pas ces stratégies, on peut avoir l'impression de jouer un pick-up and deliver relativement de base. Puis là, je peux comprendre qu'on a un petit peu moins de fun. Mais sinon, l'aspect ouvert du jeu, où je peux faire ce que je veux, dans l'autre que je veux, changer de stratégie dans le milieu de la partie, puis voir ce que ça donne, super intéressant. Les deux plus grandes forces du jeu, selon moi, ce sont les cartes histoire, qui viennent amener juste une petite touche de narration, qui est pas grand chose, mais ça amène un petit challenge, puis ça donne des objectifs à court terme aussi pour les premières parties. Qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais essayer de dépenser 80$ en une sélection, fait que je vais aller ramasser de l'argent. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut que j'attaque un autre joueur pour faire cette carte-là. Bon, ben, je vais aller attaquer un autre joueur. Fait que ça, c'est une grande force du jeu, selon moi. Puis la deuxième force du jeu, c'est l'espèce d'interaction qu'il y a entre la piste Wanted Marshall, qui force énormément d'interactivité entre les joueurs. Parce que comme j'ai dit, si un joueur, je sais qu'il peut avoir une stratégie par exemple, où je peux faire énormément de points en allant juste miner, aller porter ça à la banque, voler la banque tout de suite après, puis recommencer à éliminer, puis ainsi de suite, je peux faire énormément de points. Par contre, si les autres joueurs me laissent faire, ben là c'est leur problème. Si je me promène avec 100$ puis 4 pépites d'or puis un jeton de bétail sous moi, il y a quelqu'un qui va venir m'attaquer. Tu ne peux pas laisser un autre joueur aller pour faire ça. Fait que c'est un joueur qui a c'est un jeu qui a un très très haut niveau d'interactivité entre les joueurs. Ce qui va plaire beaucoup à certains puis ce qui va faire que d'autres vont le détester parce que tu passes la partie à te faire attaquer et à attaquer d'autres joueurs. Donc si t'aimes pas ça, d'avoir plein d'argent, puis là tout d'un coup tu perds tout, ou de monter très très haut sur la piste Wanted, fait que je fais plein de points à tous les tours, puis là j'ai perdu tout d'un coup, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a arrêté ou quelqu'un a déplacé le shérif sur moi, je me suis fait arrêter. Mais c'est vraiment pas un jeu que vous allez aimer. Et pour la même raison, c'est un jeu qui va gagner plus on est de joueurs, plus le jeu est intéressant. J'ai joué à 4 et à 5, à 4 je l'ai trouvé un petit peu moins intéressant, à 5 c'est là que je l'ai trouvé qui a shiné le plus. Étant donné justement que le niveau d'interaction il est très très haut. Si on joue et que on est sur 3 zones différentes du plateau, ben on peut être moins tenté de prendre tout un tour pour aller rejoindre un autre joueur pour l'attaquer s'il est très loin. Tandis que si on joue à 5, on a toujours quelqu'un qui est pas loin de soi, puis on va finir avec 2 Wanted, 3 Marshall ou l'inverse. Donc il y a toujours quelqu'un proche qui peut venir nous arrêter si on est Wanted, ça c'est super le fun. Fait qu'il faut être haut. À 2, le jeu se joue, mais là on rajoute un personnage non-joueur qui est l'homme en noir de Men in Black, qui est contrôlé par un deck de cartes dont j'ai pas parlé. Parce que j'ai lu les règles, j'ai regardé quelques vidéos sur comment il se joue à 2, puis ça ne m'intéresse pas de créer une interactivité artificielle avec un joueur qui est même pas là autour de la table. Fait qu'il faut être au minimum 3 pour apprécier le jeu, mais 4, 5, c'est vraiment meilleur. Et d'après moi, je ne l'ai pas essayé encore, mais d'après moi, 6, ça doit être épique une partie de Western. Peut-être un peu trop long, mais épique une partie de Western Legends à 6. Donc, si vous n'aimez pas les pick-up and deliver, je suis pas certain que vous allez aimer ça parce qu'il y a la moitié du jeu que c'est du pick-up and deliver. Si vous n'aimez pas les confrontations actives entre joueurs où on va attaquer quelqu'un, voler son stock, détruire ce qu'il a fait, le faire reculer dans sa progression, vous n'aimerez pas Western Legends parce que vous passez l'autre moitié de la partie à attaquer les joueurs et à vous faire attaquer. Si par contre vous aimez les jeux avec un haut niveau d'interactivité, beaucoup de choix dans les actions qu'on peut faire, avec un système de règles quand même relativement simple, c'est un jeu que vous devriez apprécier grandement. Moi je l'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit. L'aspect pick-up and deliver a fait que j'ai aimé le jeu peut-être une petite affaire moins que ce que j'aurais pensé. Ça reste un jeu que j'ai bien aimé. Puis le système de combat en plus est extrêmement élégant, extrêmement simple, extrêmement efficace. On joue une carte, le plus haut l'emporte. 2-3 petits effets. J'ai un tel fusil qui fait que je baisse tes valeurs de 1 ou j'ai tel pouvoir qui fait que je monte mes valeurs de 1 puis c'est tout. Fait que le système de combat est super efficace. Donc, si ce sont des choses qui vous plaisent, je vous suggère de jeter un œil à Western Legends. Il y a une extension qui s'en vient où la seule chose qui manque dans le jeu, on va enfin pouvoir la faire, c'est-à-dire attaquer un train. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je l'ai évidemment supporté. Je vous en reparlerai quand ça sort. Donc, Western Legends, selon moi, un très bon jeu. Pas un excellent jeu, mais un très bon jeu. Cela étant dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à venir nous supporter. Laissez vos commentaires dans le bas de la page, comme à l'habitude. Questions, commentaires et les multiples erreurs que je dois avoir probablement fait quelque part. J'essaie de pas en faire, mais j'en fais tout le temps. Venez nous voir sur notre page Facebook. Venez nous supporter sur Twitter, Instagram. Venez nous supporter sur notre page Patreon si vous voulez, pour qu'on puisse en fait continuer à fournir du contenu qu'on espère de bonne qualité. Et je vous souhaite bonne fin de journée. Ciao, à la prochaine.